Et on va enchaîner pour parler biodiversité. Et je te laisse poursuivre. Merci beaucoup. Donc, dernière table ronde de cet après-midi. Donc, le sujet ô combien intéressant de la biodiversité. Un sujet qui doit être désormais pris en compte à bras le corps par les investisseurs, mais sujet complexe. Donc, pour parler de cette thématique que je trouve passionnante, donc nous avons avec nous Marguerite Culot, qui est experte biodiversité, eau et circularité du groupe Caisse des dépôts. Hélène Anaïs. Bonjour. Hélène Anaïs Bouscard, donc, qui est responsable ESG RSE XO de Private Equity. Bonjour. Et Noëlla de Birmingham, donc, qui est Chief Sustainability Officer chez Andera Partners, et également double casquette avec président de la commission Sustainability de France Invest. Bonjour. Voilà, et donc peut-être je vais vous laisser détailler un petit peu peut-être vos entreprises et ce que vous faites au sein de ces associations. Donc c'est moi qui commence. Allez-y, on fait des... Du coup, peut-être certains d'entre vous connaissent le groupe Caisse des dépôts. Peut-être certains d'entre vous connaissent la Caisse des dépôts, donc qui est le bras armé de l'État pour financer les territoires et notamment la transformation écologique des territoires. Le groupe Caisse des dépôts, c'est un peu une nébuleuse où on a d'abord deux jambes. On a tout ce qui concerne la gestion d'actifs qui va s'occuper de l'épargne des Français et qui va la faire fructifier. Et puis, on a le volet Banque des territoires qui dépense l'argent sur les territoires en proposant des offres intéressantes, notamment aux collectivités territoriales. Donc, on finance divers projets plutôt d'intérêt public. Et à côté de ça, on a des filiales, nombreuses filiales, aussi bien financières qu'opérationnelles, donc qui ont des activités économiques, qui sont dans des secteurs variés comme le tourisme, comme l'immobilier, le transport, etc. Et puis, on gère pas mal de participations, donc on est notamment actionnaire de grandes entreprises. Voilà. Et donc moi, au sein de ce groupe, je suis dans l'équipe de durabilité qui se trouve dans la direction des finances. Je gère tout ce qui concerne les politiques thématiques, donc en ce qui concerne des politiques biodiversité, eau, économie circulaire. Et j'essaie de faire en sorte que chacune de nos entités s'aligne avec nos politiques, qui sont des lignes directrices, et puis qui demandent à toutes les entités de respecter un certain nombre d'engagements. Et voilà. Et puis sinon, on travaille comme chacun d'entre vous, je pense, à s'assurer que nos participations s'inscrivent dans une démarche de durabilité au sens large. Merci Marguerite. Et donc Noëlla peut-être rapidement, moi je suis directrice RSE chez Andera Partners, qui est une société de gestion française. On a à peu près 4 milliards sous gestion et dans 120 entreprises. Et donc du coup mon rôle il est sur l'intégralité de tout ce portefeuille qui est très divers, parce qu'on a du venture dans les sciences de la vie, de la dette et du LBO en small et en mid cap. Et donc effectivement aussi je viens avec une autre casquette qui est celle de France Invest, qui est l'association professionnelle des acteurs du capital investissement français. Et j'anime la commission Sustainability qui a à peu près 400 membres et on essaye de collaborer activement sur ces sujets Sustainability et notamment sur les sujets de biodiversité. Merci Noëlla. Et donc Hélène Anaïs. XO Private Equity, c'est une société de gestion également française. On est basé dans le sud de la France. On a 4 bureaux, le siège à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille et à Lyon. On a une équipe de 25 personnes, on a à peu près 950 millions d'encours sous gestion, 70 entreprises dans le portefeuille. Et mon rôle, je suis responsable RSE au sein de la société de gestion, donc je travaille sur l'accompagnement des entreprises en portefeuille dans la mise en place, le déploiement de leur stratégie RSE, et également sur toute la partie RSE au sein de la société de gestion et dans le processus d'investissement. Merci à toutes les trois d'avoir accepté de participer à notre table ronde. Donc peut-être première question, Marguerite, pour vous, biodiversité, on en parle beaucoup. Finalement, est-ce que c'est un sujet qui est clair pour tout le monde? Comment vous pourrez le définir? Est-ce que vous avez des précisions à apporter pour qu'on cadre bien le sujet? Alors, je ne sais pas si elle est claire pour tout le monde, mais la biodiversité, en général, on dit que c'est le tissu vivant de la planète.
On dépend tous de la biodiversité sans le savoir. La biodiversité, plus spécifiquement, ce sont les espèces, les milieux écologiques, environnementaux dans lesquels se déploient ces espèces, et ce sont les liens entre ces espèces et les milieux. Derrière le mot biodiversité, il y a souvent écosystème. Enfin, si vous êtes familier de la CSRD, en général, on doit reporter sur son impact sur la biodiversité et les écosystèmes. Les écosystèmes, c'est un peu les services desquels on dépend tous et les services desquels dépend l'économie. Il y avait de mémoire en 2020, le Forum économique mondial avait publié un rapport qui indiquait que l'économie était directement ou indirectement dépendante de la nature. Alors, il y avait, je crois qu'ils disaient que c'est 80%, mais en vrai, je pense que toute l'économie est dépendante directement ou indirectement de la nature, vu que l'économie, enfin, d'une manière ou d'une autre, toutes vos entreprises, je pense, utilisent la nature. Utilisent comment ? C'est parce que la nature nous rend des services, soit des services d'usage, soit des services comment on peut dire ? Ils utilisent en fait des écosystèmes tels que le cycle du carbone, par exemple le cycle de l'eau, etc. Donc d'une certaine manière, et je pense que si vous faites l'exercice, il y a des bases de données qui existent, on ne va peut-être pas rentrer dedans tout de suite, mais si vous faites un exercice de voir comment les entreprises de vos portefeuilles dépendent des services écosystémiques, vous verrez que toutes, je pense, dépendent des services de l'eau. C'est souvent le cas dans les entreprises financières. Si j'utilise une base de données qui s'appelle Encore, on voit que toutes dépendent des services écosystémiques aquatiques. et donc, du coup, c'est ça la biodiversité. Et en fait, si on veut juste dire en un mot, la biodiversité, c'est la vie. Alors, on va dire, ouais, c'est un peu bateau. Mais en fait, non. Enfin, si on regarde ce sur quoi on travaille, donc par exemple un bureau en bois, ce sur quoi grâce à laquelle on se vête, on a du coton, on se nourrit avec de la biodiversité, on se guérit grâce à la biodiversité. Donc en fait, s'il n'y a pas de biodiversité, forcément, c'est risqué. On ne pourra sans doute pas continuer à vivre sur cette planète. Merci Marguerite pour ce point. Donc on voit que c'est un sujet qui est peut-être un peu vaste et complexe. C'est un sujet qui commence à être abordé de manière de plus en plus importante par tous les acteurs, et notamment la réglementation pousse. On avait l'article 173 qui demandait aux investisseurs de publier des informations sur le changement climatique. L'EG 29 a été une marche supplémentaire avec l'intégration du sujet biodiversité. C'est vrai que maintenant, on se rend compte de plus en plus du lien climat-biodiversité, voire la supériorité de l'importance de la biodiversité sur le sujet climat. Donc peut-être au sein de France Invest, Noëlla, je crois que c'est un sujet assez important aussi. Pourquoi ce sujet a été pris en main au sein de France Invest ? Pourquoi ? Déjà pour toutes les raisons que Marguerite vient d'expliquer, c'est-à-dire que c'est un élément essentiel, et un élément essentiel qui est en déclin. Un déclin sans précédent. Je n'ai pas nécessairement des chiffres extrêmement précis à vous donner, mais je pense que vous avez tous accès. Et donc une inquiétude importante de la part des experts, parce que comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui assez persuadé que le climat, alors on va faire face à un changement climatique conséquent, et on y fait déjà face aujourd'hui. On va essayer de s'y adapter. Tout le monde ne s'y adaptera pas, mais on va essayer de s'y adapter. La biodiversité, c'est-à-dire que si on peut plus se nourrir, se soigner ou même respirer, l'adaptation, elle va être un petit peu plus compliquée. Donc c'est un sujet majeur. Donc ça, je pense que c'est, et j'espère, le premier levier de mobilisation. Le deuxième, il est réglementaire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'article 29 qui a émergé il y a 2 ans maintenant. C'est une première mondiale, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Donc c'est la première fois qu'il y a une réglementation aussi exigeante sur la biodiversité, et qui est arrivée à un moment où globalement personne ne connaissait le sujet, personne n'avait rien fait. Il n'y avait globalement pas de méthodologie qui existait non plus. Donc est devenue aussi un peu l'urgence de créer un groupe de travail pour ne pas perdre les 20 ans qu'on a perdus sur le climat, pour s'entendre à comment on fait un bilan carbone et comment on fait des trajectoires. L'idée, c'est d'aller plus vite. Et donc en collaborant, en étant ensemble dans un groupe de travail, pour ne pas se disperser dans peut-être des créations de méthodologies ou autres, et plutôt de se dire on va partager nos expériences, on va tester
des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut tester pour s'assurer que ça soit adaptable au monde du private equity. Ce qui est un enjeu, c'est que tout ce qui se développe, c'est très adapté à des boîtes du CAC, mais quand on s'adresse à une PME française, c'est autre chose. Donc on est obligé de faire preuve, et ça tu nous le raconteras, mais aussi d'innovation pour arriver à s'adapter à des plus petites boîtes. Donc voilà, donc c'est pour cette raison que France Invest a créé ce groupe de travail qui est très actif depuis 2 ans. Il y a 2 guides, mais ça j'espère que tout le monde les a déjà regardés et les connaît déjà, mais il y a 2 guides qui ont été publiés, qui sont, je pense, très utiles, même si c'est la première marche, hein, il y a encore beaucoup de choses à faire, et il y a encore beaucoup de choses qui vont être produites dans le futur sur ces sujets. Merci Nola. Alors peut-être Nola et puis Hélène Alice, pourquoi aussi au sein de vos sociétés de gestion vous avez décidé de travailler sur ce sujet? Est-ce que c'est un sujet, donc on a dit complexe, c'est pas forcément le sujet le plus facile, donc quelles ont été les motivations pour travailler dessus? Donc je démarre. La motivation première, ça a été de vouloir être un acteur et en contribution sur ce sujet, et 2, surtout comprendre par quoi il faut commencer, et que maintenant on commence à avoir compris comment fonctionnait un bilan carbone, les tonnes de CO2, tout ça. La biodiversité, c'est tellement vaste, on y met tellement de choses, il y a l'aspect géographique qui est quand même aussi important vs le carbone. Donc il y avait le souhait, et c'est pour ça aussi qu'on l'a réalisé dans un premier temps 100% en interne, de se plonger dedans. Donc on s'est ouvert la base de données encore, dont tu parlais, pour faire des analyses d'impact et de dépendance de notre portefeuille, pour déjà comprendre est-ce qu'il y a des enjeux de notre portefeuille, parce que c'est la première question à se poser. La réponse a été pas tant que ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas tant que ça. Donc ça nous permet de nous focaliser sur les bonnes sociétés, les sociétés en tout cas prioritaires. Ça, c'était aussi un souhait. Et après, la deuxième étape, et ça je sais que tu reviendras là-dessus, c'est de tester l'empreinte biodiversité. Et ça, on a sorti, il y a le guide France Invest qui détaille cet aspect-là. Pareil, avec la même interrogation, c'est-à-dire que des MSA par kilomètre carré, on se dit qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert, est-ce que ça permet vraiment de faire des plans d'action, est-ce que c'est facile à collecter, etc. En fait, pour y répondre, faut plonger et sans brassard. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et on apprend beaucoup. Et je pense que une des conclusions, c'est de se dire qu'il y a encore du chemin pour que ces méthodologies soient réellement et pleinement applicables. Mais ça a permis de vraiment nous créer une expertise interne importante sur ce sujet. D'accord, merci. Et donc, Hélène Alice, pourquoi la biodiversité au sein d'IXO? On a eu plus ou moins la même approche avec un an après, je pense, par rapport à Andera. Nous, notre objectif, c'était vraiment de comprendre, pareil, les impacts et les dépendances de notre portefeuille sur la partie biodiversité. Et en parallèle, on lançait aussi notre partie carbone. Donc, on a essayé de vraiment lancer une stratégie ou un plan d'action carbone et biodiversité en même temps. Donc du coup, on était vraiment dans le bain, doublement dans le bain, à la fois nous et nos participations, parce qu'on fait notre bilan carbone et notre impact de diversité aussi pour nous, société de gestion, mais aussi pour nos émissions financées, donc toutes nos participations. Pareil, on a voulu sauter dans le grand bain et sans brassard. non plus. Et l'objectif, en fait, c'était dans un premier temps de savoir où on allait, de savoir, de défricher un peu tout ça. On se fait accompagner, nous, de notre côté, par un expert carbone et un expert biodiversité. On a fait un peu un mariage forcé parce qu'ils ne travaillaient pas ensemble, mais du coup, on les force, les 2 experts, à se parler entre eux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une vision transversale et pas silotée entre le carbone et la biodiversité. Et on a fait dans un premier temps une cartographie des risques très macro, en ne sollicitant pas les participations, en prenant les données qu'on avait dans Tenaxia et les données disponibles dans le reporting financier aussi, pour avoir une vision un peu macro de la biodiversité sur les impacts et les dépendances de chacune de nos participations. On a vu pareil que certaines, globalement sur notre portefeuille, il n'y a pas forcément d'impact, mais d'impact important, sauf pour certaines. Donc du coup, on a focalisé sur ces participations. Et en revanche, pour les dépendances, on s'est rendu compte qu'il y avait des faibles dépendances, mais que pris individuellement, chaque participation avait au moins une dépendance importante sur un service écosystémique, qui est en général en lien avec l'eau. Voilà. Et donc ça, c'était la première étape, on l'a fait en 2023. Et en parallèle, chaque participation a réalisé son bilan carbone sur les 3 scopes.
Et là, on est les mains complètement dans le cambouis. On a fait une cartographie des risques micro, c'est-à-dire qu'on a sollicité via l'outil de reporting Tenaxia et via la campagne de reporting de 2024 sur les données 2023. On a posé pas mal de questions sur la biodiversité à chacune des participations. Et là, on est en train de faire tourner l'outil, dont on parlera après, enfin en tout cas les outils, pour sortir une cartographie des risques biodiversité micro sur lesquels on va essayer, je dis bien essayer, de mettre en place des plans d'action avec chacune des participations. Mais en parallèle, ce qui est important aussi, c'est de faire monter en compétence les participations sur ces sujets-là et nous-mêmes sur les sujets biodiversité. Donc on a aussi un travail de sensibilisation et de formation en interne au sein d'IXO et également auprès des participations sur tous ces sujets-là. Il faut savoir que c'est comme pour le carbone ou pour la RSE, les participations ont déjà fait plein de choses sur la partie biodiversité et notamment sur l'eau, mais du coup elles ne le taguent pas sous la fonctionnalité biodiversité. Merci Hélène Anaïs donc, sur ce point. Donc on le voit, le private equity a priori se mobilise un petit peu sur le sujet de la biodiversité, hein, mais cependant peut-être avec des niveaux de maturité différents selon les entreprises et les sociétés de gestion. Alors peut-être justement un point, Noëlla, vous disiez sur ce sujet, la collaboration est essentielle. Donc peut-être nous dire un mot sur comment ça se passe. Ouais, peut-être pour réagir sur ton expérience, je trouve que c'est le cas parfait et c'est ce qu'on essaie vraiment de pousser parce que en fait la biodiversité c'est un nouveau sujet qui vient se mettre sur une pile de 850 millions de sujets et du coup qui a tendance à ne pas être priorisé par les sociétés de gestion parce qu'on se dit wow, il faut déjà le climat, c'est déjà un gros morceau. Et donc du coup intégrer un nouveau sujet comme la diversité, on se dit on va le faire plus tard. Et donc c'est pour ça que c'est super malin d'avoir mêlé les deux, parce qu'en réalité ce sont deux démarches qui peuvent totalement coexister. Et en fait on se rend compte faire une analyse des impacts, des opportunités, des risques physiques, des risques de transition. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être faites de la même manière. Et là-dessus du coup en parlant de collaboration, même au-delà de France Invest, il y a l'ICI, qui est l'initiative climat internationale, qui est hostée par les PRI, qui est en train de lancer un groupe de travail dans lequel je participe, qui est justement sur comment créer du lien entre climat et biodiversité. Il faudra que tu viennes d'ailleurs, je pense que ce sera intéressant. Mais parce que je pense que c'est comme ça qu'on y arrivera. Donc la collaboration, elle va être utile aussi parce que c'est de cette manière qu'on va pouvoir montrer quels sont les cas pratiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le guide qui est sorti il y a quelques mois, il y a presque un an maintenant, où on dit très clairement, on a essayé des empreintes biodiversité, ça a marché pour certaines boîtes, pour d'autres, on n'aboutit pas à grand-chose, et c'est OK. On a essayé de tester, de faire une empreinte biodiversité quasiment 100% à partir des données de bilan carbone, parce que arriver auprès d'une PME en disant vous venez de finir votre bilan carbone qui vous a pris 8 mois, on est reparti, on va faire la même chose sur la biodiversité. Là on perd tout le monde parce que 3 mois après on arrive avec le reporting annuel. Donc d'arriver à mêler ces deux aspects-là, ça fonctionne bien. Et donc la collaboration, elle permet ça. Donc la collaboration France Invest, le groupe de travail et tous ceux qui veulent le rejoindre sont les bienvenus. Je pense qu'on a besoin de toutes les expériences, nouvelles ou avec plus de maturité. Tout ce qu'on fait chez France Invest, c'est public, donc tout est disponible sur le site de France Invest, en français, en anglais, parce qu'on partage aussi tout, du coup, avec des initiatives comme Invest Europe, comme les PRI, comme l'ICI, un maximum, parce qu'en fait, on a besoin d'avancer vite sur ce sujet, et celui qui gagnera, entre guillemets, la partie, c'est pas celui qui aura sorti le 25e guide ou la 25e méthodologie, c'est celui qui aura réellement réussi à transformer et à accompagner les sociétés sur des trajectoires biodiversité. Merci Nola. Oui, effectivement, pour rebondir, je pense que c'est très malin de faire carbone et biodiversité en même temps. Il y avait un rapport qui est sorti il y a 2 ans ou 3 ans, je crois, du GIEC et de l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, dans lequel il montrait que en fait, trouver des solutions sur le climat pouvait détériorer la biodiversité. En revanche, trouver des solutions pour la biodiversité ne pouvait être que bénéfique pour le climat. Donc traiter le climat avant la biodiversité, finalement, était peut-être pas une si bonne idée que ça. En revanche, traiter la biodiversité en lien avec le climat était peut-être une meilleure idée. Mais du coup, c'est complexe aussi, parce que si on veut travailler sur les plans d'action biodiversité et climat, du coup, il faut vraiment arrêter le silo et travailler en transversalité, et c'est un peu le jeu des vases communicantes, donc c'est un peu complexe.
Et donc Marguerite, au sein de la CDC, je pense que vous travaillez aussi sur des sujets biodiversité, des guides pour aider justement la collaboration. Alors, c'était lors de mon principal poste à l'Institut de la finance durable où on a travaillé effectivement sur des guides, où on animait aussi un groupe de travail biodiversité où les uns et les autres pouvaient échanger leur retour d'expérience sur la mesure d'empreinte, sur quelles sont les méthodologies qu'on peut utiliser pour finalement avoir un maximum d'informations sur son impact, parce que c'est surtout l'impact qui importe, je pense, de connaître son impact sur les écosystèmes et la nature de façon générale, de sorte à pouvoir maîtriser ses risques. Le volet dépendance, on le connaît, on sait de façon générale, comme j'ai dit, que l'économie dépend peu ou prou, directement ou indirectement, de la nature. Donc ça, on connaît les dépendances. Après, il faut surtout agir sur la réduction des impacts. Et c'est là où on peut aussi trouver des opportunités, par exemple, de business. Et c'est là, je pense, qu'on doit aller davantage. Au sein du groupe Caisse des dépôts, nous, on a une politique biodiversité. Et la politique, en général, c'est des engagements que les uns et les autres prennent. Et puis, on suit la mise en œuvre de ces engagements. Mais elle se réduit à deux choses. Réduire ses impacts négatifs et essayer d'accroître ses impacts positifs. Parce que ce qui a été décidé au niveau international, tu as évoqué l'IPBES, on peut aussi évoquer les COP biodiversité, comme il y a des COP climat. Et en 2015, il y a eu une grande COP biodiversité où il y a les parties à cette COP qui ont convenu d'un accord international qui est un peu l'équivalent de l'accord de Paris, assorti de cibles et d'indicateurs sur lesquels on travaille toujours. Et le gros objectif, c'était arrêter la perte nette de biodiversité en 2030, essayer de renverser la tendance pour regagner la biodiversité en 2050. Alors c'est un bel objectif. Ça veut dire aussi changer de façon systémique, je pense, l'économie. Donc ça nécessite un vrai changement transformatif. C'est les termes qui sont utilisés par l'IPBES et qui sont repris dans les rapports. Ce changement transformatif, c'est changer l'économie dans son ensemble. Ça nécessite beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas faire tout en un jour, et on le sait. Et c'est d'où l'importance d'agir en commun, comme ce qu'a dit Noëlla. C'est l'importance de tester, de partager les retours d'expérience des uns et des autres. Et c'est l'utilité de ces tables rondes, en fait. C'est de pouvoir indiquer qu'on peut le faire, qu'on doit le faire. Et le comment, il y a toujours une façon de commencer. Il y a évidemment les guides, mais il y a aussi la participation à des groupes de travail. Et le tout est de se lancer, en fait. Et même si on n'a pas tout, on peut commencer avec quelque chose. Et c'est ça, je pense, qui importe. D'accord. Alors, Hélène, je me retourne vers vous. Vous aviez dit que vous avez eu une approche en 2 temps pour lancer le sujet au sein d'IXO. D'abord, déjà un travail interne et ensuite un travail externe. Alors, on a fait, déjà, il y a un travail en interne pour valider la politique environnement auprès de la direction, sur justement ces deux jambes, la partie carbone et la partie biodiversité. Trouver les bons interlocuteurs pour travailler sur ces sujets-là, qui en 2023 étaient très nouveaux, entre guillemets, en tout cas sur l'approche carbone et biodiversité ensemble. On a eu une montée en compétences, on a toujours une montée en compétences en interne sur qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce que le carbone, qu'est-ce qu'un plan de décarbonation et un plan pour la biodiversité. On l'a toujours, cette sensibilisation, sachant en plus qu'il est compliqué que ça soit sur la partie carbone comme sur la partie biodiversité. C'est pas aussi clair et limpide que pour la partie finance où on se fixe des objectifs. Là, c'est un peu washi-washou, on ne sait pas trop où on va, on construit, on fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Enfin voilà, c'est vraiment la collaboration. On a besoin de cette collaboration pour se benchmarker, pour comprendre si on va dans la bonne direction ou pas. Et malgré tout, on essaie d'avancer. Et on essaie de voir et de mettre en place, de définir, d'avoir une visibilité pour pouvoir après essayer d'aller vers un plan d'action. On est justement sur ce plan d'action en ce moment et c'est très complexe et on se pose pas mal de questions parce que ça a un lien vraiment sur le core business de notre société de gestion, de comment on va se positionner, est-ce qu'on se positionne pas et quels objectifs et quel plan d'action on peut mettre en place. Et alors au niveau des fonds et des investisseurs, bonne acceptabilité de ces sujets carbone, biodiversité pour leur quotidien? Au niveau des LPs ou au niveau des participations? Chez vous en interne? Chez nous en interne, pardon. On les sensibilise.
Si je peux ajouter quelque chose, il y a beaucoup de guides qui existent. Il y a aussi pas mal d'outils qui sont à disposition de chacun, qui sont en open, enfin qui existent sur Internet et que vous pouvez trouver et qui permettent aussi de sensibiliser les collaborateurs. Enfin, il y a les fraises de la biodiversité, etc., mais aussi des MOOC qui existent. Il y a pas mal de choses qui sont à disposition parce que effectivement, si on n'a pas l'adhésion de tout le monde, je pense que c'est compliqué d'avancer. En fait, aujourd'hui, la partie carbone est plus simple. Ça fait plus longtemps qu'on en parle. Donc l'adhésion sur la partie carbone, en interne, on l'a, il n'y a pas de souci. Biodiversité, ça reste encore un gros point d'interrogation. Et en fait, dans notre accompagnement avec les experts, on a des journées dédiées à sensibilisation, formation, qu'on a voulu très opérationnelles. Et donc du coup, on fait des cas pratiques en fonction on prend une ou deux participations de notre portefeuille et on décortique la partie carbone et la partie biodiversité et on essaye vraiment concrètement d'impliquer au maximum les investisseurs. Et l'objectif, c'est de faire tourner les participations pour que tous les investisseurs se sentent impliqués d'une participation qu'il a dans son propre portefeuille. Donc ça marche pas mal. Mais pour le coup, on avance au fur et à mesure. On fait des formations tous les 6-9 mois sur ces sujets-là. Mais ils voient aussi comment nous, on avance et comment on avance avec nos experts sur les cartographies, que ce soit macro, micro, sur les plans d'action qu'on peut lancer, sur le plan de décarbonation, sur les plans de biodiversité. Et du coup, enfin, voilà, ils sont bien conscients que c'est en cours de construction. Et que voilà, on est tous en train de travailler vers un plan d'action. Et auprès des participations, alors, quelle acceptabilité du sujet? Effectivement, vous disiez, on les a déjà embêtés, entre guillemets, avec le carbone, le reporting annuel. Maintenant, on parle biodiversité avec eux. Comment c'est pris? Alors, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de ne pas les solliciter trop. On les sollicite une fois par an pour la partie reporting. Enfin, on les sollicite sur la partie reporting, sur la partie data une fois par an. Et donc du coup, sur la partie que ce soit carbone ou biodiversité, on les sollicite via ce reporting annuel. On les sollicite plus après sur le sujet, sur la remontée de data. Après, tout au long de l'année, on a des interactions avec la participation. On va voir la participation, on parle avec les correspondants RSE ou les responsables RSE. Et on fait aussi des webinaires de sensibilisation sur certains sujets. Donc on les fait monter petit à petit en compétences aussi sur ces sujets-là. Il y en a qui nous ont clairement pas attendus, qui ont déjà une stratégie biodiversité. C'est pas tous. D'autres, c'est pas du tout leur sujet, ils passent à côté et du coup on est là pour les sensibiliser. Et là l'objectif, on a commencé à essayer de les impliquer, en tout cas leur expliquer ce qu'on avait fait sur la cartographie macro l'année dernière en 2023, fin 2023. Et là cette année, on atteint les résultats de notre cartographie micro pour pouvoir après faire une formation, sensibilisation un peu plus poussée pour leur expliquer les risques et dépendances, pour leur expliquer ce qu'ils peuvent faire après derrière. Et il y a des outils qui existent et qui vont être mis en place dans les prochaines semaines ou les prochains mois justement pour qu'ils puissent commencer à approcher ce sujet-là opérationnellement dans leur entreprise, voir qu'ils ont déjà fait des choses sur le sujet et leur permettre d'enclencher en fait une démarche biodiversité à leur niveau. Peut-être une réaction sur les entreprises. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que le lien business-climat aujourd'hui, il est assez clair. On peut assez facilement parler au management d'une entreprise pour lui dire il y a une notion de pérennité business, etc. Sur la biodiversité, un peu plus compliqué, parce que tout de suite, quand on parle de biodiversité, on peut vite avoir l'impression qu'on parle de vers de terre et de papillons, donc tout de suite, c'est un peu moins cœur business. Donc selon les sociétés, ça peut être un peu compliqué. L'avantage de la biodiversité, mais un peu aussi comme on peut faire en partie sur le carbone, c'est que des outils comme Encore, dont tu parlais, sont faciles à utiliser. Enfin, on peut y passer des heures, mais on peut aussi l'utiliser facilement et faire des études sans avoir à solliciter les entreprises. Aussi via l'utilisation de données géographiques, donc les localisations des sites de nos entreprises, c'est pas non plus une usine à gaz et on peut les avoir sans les solliciter. Et le WWF a sorti un outil très intéressant aussi qui permet de compléter encore et d'apporter cette dimension locale. Et je salue mes amis d'Indéfi qui nous ont aidés sur le sujet. Et
Et donc ça, c'est assez intéressant et on n'a pas besoin de solliciter les boîtes là-dessus. Ensuite, deuxième étape, quand on commence à vouloir creuser, et la partie plan d'action, et je pense, va être la plus complexe, mais typiquement, on a fait on a fait une empreinte biodiversité, on est en train d'en faire une deuxième, une sur une société qui est un développeur d'énergie renouvelable. Et ben, intuitivement, on s'est tous dit, et aussi, que l'impact biodiversité, il était sur l'installation des panneaux solaires et l'utilisation des sols. Bon, bah pas du tout. Et dommage parce que c'est des choses sur lesquelles on peut quand même agir. Non, c'est sur l'amont et l'extraction des matières premières. Bon, bah, bon courage pour faire le plan d'action là-dessus. Donc, c'est-à-dire que c'est des démarches de circularité sur les secteurs des développeurs d'énergie renouvelable. C'est un grand sujet, mais c'est pas le plus simple à adresser. Donc, un peu bloqué là-dessus. Et puis après, on a une société qui nous a sollicité d'elle-même, qui est dans le packaging, qui utilise beaucoup de pâte à papier, et qui, là, le sujet biodiversité, il est beaucoup plus évident, tout comme des sociétés dans l'agro. Enfin, voilà, il y a certaines sociétés avec qui c'est beaucoup plus évident. Donc, moi, je suggère déjà de démarrer avec elles, parce que le lien est plus facile, et les plans d'action, pas tellement plus faciles, mais en tout cas plus évidents à trouver, avant de vouloir se lancer avec l'ensemble des entreprises. D'accord, merci sur ce point. On avait évoqué aussi l'utilisation d'outils tels que le GBS, que vous avez aussi utilisé, je crois, Hélène, Anaïs. Peut-être un point sur GBS, sur ce que c'est, comment ça marche, ça très rapidement. Oui, si le c'est GBS, possible. c'est pour Global Biodiversity Score. Il y a une base de données qui existe, qui s'appelle GBS Open, que vous pouvez trouver en ligne. C'est une filiale de la CDC qui a imaginé cet outil méthodologique en 2015, je pense, a commencé à travailler dessus. Ils ont testé cet outil. Il y a différents types de GBS en fonction de différents types d'acteurs. Et ça mesure l'empreinte de vos activités sur les écosystèmes. Et ça se traduit avec une métrique MSA, qui veut dire Mean Species Abundance. Ça ne veut rien dire, donc, du coup, quand je dis ça. Mais en fait, je pense la pertinence de réaliser une empreinte de biodiversité, que ce soit avec le GBS ou avec un autre outil, c'est de commencer à comprendre ses impacts sur la nature. Et puis après, on peut dérouler et on peut voir effectivement ce qu'il faut, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité, ce qui est le plus facile de faire parce qu'il y a déjà eu des expériences, etc. C'est l'exemple que je donnais avec le développeur d'ENR et l'acteur dans la pâte à papier. C'est le GBS qu'on a utilisé avec ces boîtes-là. Alors effectivement, on a des MSA, on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. On ne peut pas vraiment réduire des MSA grâce à des plans d'action. On ne peut pas les piloter. Mais by the way, ça nous a permis de comprendre où se trouvaient les impacts et les enjeux. Ça a été un exercice qui a été quand même extrêmement utile. Mais ce n'est pas magique non plus. Non, clairement, même conclusion. On a utilisé nos GBS à la fois pour la partie impact et dépendance, et de notre carto macro, et on fait pareil là sur la carto micro. Alors les MSA, c'est bien, mais on en fait quoi? Je ne sais pas. Mais après, derrière, quand on creuse, oui, clairement, on a des pistes. On voit nos pistes d'action sur les impacts, on voit nos pistes d'action aussi sur les dépendances. Et cet outil nous permet en fait de défricher un peu tout ça et d'aller creuser un peu plus. Et surtout de prioriser les entreprises avec lesquelles on va travailler. Voilà, c'est un outil qui est utile pour commencer à mettre les mains dans le cambouis et à commencer à comprendre le sujet. D'accord, merci. Et vous évoquiez un futur outil peut-être qui devrait sortir prochainement et que vous allez utiliser, l'analyse par celui de BPI. BPI. En fait, là, c'est plutôt au niveau des participations. BPI va lancer dans les prochaines semaines, du coup, le DIAG Biodiversité, je crois qu'il s'appelle comme ça. Du coup, ça permet. Enfin, je trouve que c'est l'étape d'après en fait pour vraiment que les participations puissent s'imprégner de la biodiversité et comprendre. Et ce DIAG, ça permet d'avoir un expert, c'est subventionné, je crois, à 40%. C'est un DIAG qui est subventionné, du coup, et qui permet aux entreprises de commencer à travailler sur la biodiversité, d'avoir un peu de sensibilisation, mais aussi d'avoir opérationnellement comment on travaille sur ces sujets-là et à la fin d'avoir un début de plan d'action. Donc c'est sur le même principe que le DIAG décarbonation avec le bilan carbone scope 1, 2, 3 et un début de plan de décarbe. Et c'est pareil que sur le DIAG éco-conception. Enfin voilà, c'est vraiment
des diags qui sont vraiment intéressants parce qu'ils s'adaptent à l'entreprise et c'est pour des PME et des ETI. Nous, on est en plein dedans, c'est vraiment les sociétés dans lesquelles on investit et ça permet voilà, d'avoir un expert spécifique sur ce sujet-là qui s'adapte à l'entreprise et qui s'adapte aux problématiques de l'entreprise. Donc beaucoup d'outils à disposition. Après, il faut trouver la bonne articulation, je pense, entre les différents outils, par quoi on commence, par quoi on finit. Peut-être au sein de France Invest, vous avez justement ce type de recommandations de comment finalement mettre en place une politique biodiversité au sein d'une société de gestion. Eh bien oui, il y a un guide pour ça. Et il va falloir l'ouvrir. Et qui effectivement détaille les différentes étapes et comment concrètement intégrer la biodive à chaque étape du cycle d'investissement, dans ses politiques d'exclusion, dans ses due deals, dans l'accompagnement, dans l'analyse de matérialité. Enfin voilà, donc il y a tout ce qu'il faut dans ce guide. Et donc maintenant, il va falloir que tout le monde le regarde et l'ouvre et l'améliore aussi grâce au groupe de travail qui perdure parce que c'est pour le moment très théorique. Et après, il faut voir dans la vraie vie comment est-ce qu'il peut s'appliquer. Clairement, ce guide a été vraiment utile, nous, quand on a lancé notre démarche environnement, carbone et biodiversité. Et ça nous a permis de... Alors, il est général, entre guillemets, et du coup, on l'adapte à nos propres spécificités. C'est pour ça qu'une stratégie biodiversité dans une société de gestion et une autre ne sera pas forcément la même. On ne l'aura pas démarré sous le même angle. Mais l'objectif, en fait, de ces guides, ça permet d'y voir un peu plus clair sur OK, je ne sais pas où je vais, mais je me lance. Et ça me permet de cadrer un peu le lancement de la démarche. D'accord. Et j'ai une question concernant les indicateurs et les informations que vous demandez à vos entreprises de remonter sur le sujet de biodiversité. Donc vous essayez de pas, vous avez rajouté des questions cette année. Est-ce que vous avez regardé les informations qui leur sont demandées sur la CSRD pour essayer de faire un lien justement et pas démultiplier les questions qu'elles pourraient avoir sur ces sujets-là? Alors moi je peux répondre vu qu'on est assujetti à la CSRD. Donc, oui, alors on a des indicateurs qui ont été rajoutés, qui sont notamment en lien avec les 5 facteurs de pression sur la biodiversité, qui sont la dégradation des habitats, des sols, donc tout ce qui concerne la lutte contre l'artificialisation des sols, la déforestation, l'érosion des sols, puis il y a tout ce qui concerne les sujets pollution. Donc on a rajouté, et notamment plutôt sur le plastique. Et donc c'est très en lien avec les déchets et on fait le tour avec, on le dit, avec l'économie circulaire. Et puis on a rajouté des indicateurs concernant également, on en avait déjà sur le climat, qui est aussi un facteur de pression, sur la surexploitation de la diversité biologique. Donc beaucoup en lien avec l'agro, avec toutes nos participations dans l'agro. Sur la surexploitation du vivant. Donc, c'est plutôt quand on fait de l'engagement là, sur le sujet, mais on l'a dans nos grilles. Et vous avez regardé justement pour essayer d'avoir des indicateurs supplémentaires en lien avec les indicateurs demandés par la CSRD ou pour essayer de simplifier le travail des participations éventuellement? Moi, je vais être très corporate et en lien avec la première table ronde. J'attends la mise à jour du référentiel de France Invest. Pas mieux. Qui nous donnera des indications sur les indicateurs. Bref. Mais je pense que la CSRD, on l'intégrera surtout en termes d'indicateurs plutôt l'année prochaine. Ça, je pense que c'est encore un petit peu tôt. Donc voilà, sur le sujet indicateur. Oui, pas mieux. En fait, nous, les indicateurs qu'on a demandés là, c'était vraiment spécifique par rapport à notre carto. C'est encore tôt pour avoir les indicateurs en lien avec la CSRD et le SRS en lien avec la biodiversité. Donc, pour le coup, on a demandé sur la partie artificialisation des sols, sur la partie matières premières, des éléments comme ça. L'objectif, c'était pas non plus de demander 50 indicateurs supplémentaires. Donc, on a essayé de rationaliser au maximum. On a fait 15 indicateurs sur la biodiversité spécifique, ce qui est déjà énorme, par rapport déjà au questionnaire qui est déjà bien conséquent. Et les participations... Quand on a eu des questions sur l'artificialisation des sols et qu'on ne comprenait pas du tout pourquoi on leur posait ces questions-là. Donc on a aussi fait une formation auprès de ces participations, de chaque participation pour leur expliquer. On leur a un peu tenu la stylo et puis pour essayer d'avoir des informations, en fait, de remonter d'informations. Mais ça a été bénéfique parce que
les participations aujourd'hui nous posent des questions. Alors quand est-ce que la carto sort? Parce qu'on aimerait bien savoir ce que ça donne. Alors pas toutes, mais certaines nous posent la question parce que c'est des questions qu'on leur avait jamais forcément posées et qu'elles ne se posaient pas elles-mêmes sur certains sujets. Et donc du coup, ça a permis d'ouvrir une petite brèche sur lesquelles elles vont essayer de creuser de leur côté un peu. Voilà. D'accord, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle peut-être pour nos intervenantes? Oui, moi j'ai une question. Cet été, j'étais avec un ami qui est ornithologue au Muséum d'Histoire Naturelle. Et je lui disais, c'est marrant parce que le carbone, c'est facile. On a toujours des actions pour démarrer, pour réduire la consommation énergétique, par exemple d'un bâtiment, quand on a une entreprise industrielle. Mais c'est toujours plus dur quand il s'agit de biodiversité de passer concrètement à l'action. Et lui, il m'a répondu, ça manque de partenariat entre les entreprises et des associations, alors soit des associations locales, ornithologues ou autres sur la biodiversité en général, parce que nous, on en a plein des idées. Et du coup, je me posais la question, est-ce que dans vos initiatives, vous avez déjà essayé de proposer à des entreprises d'aller voir des associations locales spécialisées pour faire des études et réfléchir à des actions concrètes en faveur de la biodiversité? Je vais répondre et puis je pense que vous allez répondre aussi. Je pense qu'il y en a déjà des partenariats, notamment, je peux le dire, le WWF fait beaucoup de partenariats avec des entreprises. La LPO fait également des partenariats avec des entreprises. Nous, par exemple, le groupe La Banque Postale a un gros partenariat avec la LPO. C'est la Ligue de protection des oiseaux, votre conjoint doit connaître. Et c'est un peu ce qu'on disait aussi avec Noëlla, il faut travailler en commun, en collectif, et c'est pas que entre soi, c'est aussi avec des scientifiques. Et c'est ce que tu disais, vous avez fait appel à des experts biodiversité, j'imagine que ce sont des scientifiques. Et donc nous, au niveau du groupe Caisse des dépôts, en matière d'action positive, de façon générale pour la nature, on fait beaucoup de restauration. Et on peut trouver aussi un retour sur investissement en faisant de la restauration. Et on est évidemment accompagné par des écologues, que ce soit de notre groupe, donc CDC Biodiv, mais pas que, qui font aussi soit membres d'associations caritatives, soit du MNHN. Oui, non mais c'est un très bon point et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir là-dessus. Je pense aussi qu'on doit souffrir un peu d'un passé un peu compliqué sur les histoires d'associations, de partenariat entre les associations et les entreprises. Ça a quand même eu mauvaise presse pendant longtemps. Donc je pense qu'il faut arriver à retrouver une harmonie dans ce type de partenariat. Moi, je crois beaucoup aussi à la restauration. Alors, on peut dire que c'est un peu facile parce qu'on fait des chèques. Mais en réalité, en fait, la biodiversité, si on ne répare pas ce qui a été détruit, on ne va pas s'en sortir non plus. Donc, il faut à la fois stopper, limiter nos impacts et à la fois réparer tout ce qui a été déjà endommagé. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup en termes d'action, peut-être à faire dans un premier temps. Et chez Andera, en fait, on a un fonds d'infra en partenariat avec la région... PACA, je crois, dans le sud, là où il fait beau. Et dans le cadre du coup de ce fonds en partenariat avec la région PACA, il me semble, je regarderai. On s'est engagé en fait pour chaque projet à financer des projets de restauration des écosystèmes autour des projets d'infrastructure qui seront mis en place dans cette région. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup, mais typiquement pour lancer ce projet, ça a été des mois de discussion pour arriver à trouver la bonne personne qui va nous aider à trouver les bons projets. Il faut beaucoup d'énergie. Donc je pense qu'il manque aussi encore la ressource et le lien entre ces associations et les entreprises. Et nous, côté XO, en fait, notre expert qui nous accompagne sur la partie biodiversité a développé aussi ce sujet-là, essayer de mettre en connexion les entreprises avec les associations locales. Et donc, du coup, nous, on commence à travailler, à réfléchir avec certaines associations locales au titre de XO. Et dans ce cadre-là, on a signé un partenariat, on a fait une donation sur un projet. Et je trouve que c'est un bon élément aussi de sensibilisation en interne pour faire monter en compétence sur l'interne et les investisseurs sur ces sujets-là, parce que ça devient beaucoup plus concret. Du coup, c'est un projet de restauration aussi. Et ça devient très, très concret sur quelles actions on peut mettre en place en tant que société de gestion dans un premier temps. Bien entendu, ce ne sera pas tout le plan d'action, mais en tout cas, on met un pas dans le plan d'action. D'autres questions ?
C'est pas vraiment des questions, mais juste pour continuer l'échange. Côté banque aussi, les politiques biodiversité sectorielles sont aussi un peu en route. Je ne sais pas encore trop dire là-dessus, mais sur la forêt notamment, et ces sujets-là, ça pourrait avoir des contraintes aussi dans le futur, et ça rejoindra probablement vos travaux, wait and see. On voit aussi pas mal de nos clients qui prennent ce sujet-là à la fin des sujets, ou en parallèle des sujets de décarbonation, de trajectoire bas carbone, sous l'angle de la compensation ou de la régénération. Et il y a pas mal d'actions qui sont menées, des solutions aussi qui sont en train de se créer, assez innovantes, à la fois dans le groupe Crédit Agricole et à la fois en dehors, qui permettent du coup, ça n'empêche pas de regarder en soi si notre organisation touche à des sujets de biodiversité, si on ne peut pas corriger, mais sur le côté réparation, avec une logique aussi d'investissement au titre des forêts par exemple, ou des haies, et des programmes un peu de travail sur la nature, en concertation notamment avec le monde de la FNCA et le monde agricole, qui commence à structurer aussi des solutions pour les corporates sur ces sujets-là. Donc je trouve que ça va pas mal dans le bon sens, on peut en témoigner en tout cas. Une réaction, ou sinon on redonne la parole à la salle s'il y a d'autres questions, remarques. Moi, j'ai pas de questions, mais je vais faire le parallèle avec la restauration dont vous parlez. Et il y a 20 et quelques années où on n'avait que des démarches environnementales et pas encore RSE, développement durable. Et les premières actions environnementales qui étaient menées, c'était un truc qui était visible, c'était la gestion des déchets. En fait, le premier truc qu'on mettait en place, c'est la tri des déchets. En fait, la restauration, pour moi, ça fait un peu ce parallèle aujourd'hui. C'est qu'en fait, il faut faire des choses visibles pour sensibiliser et faire émerger le sujet, et qu'une fois qu'on aura des prises de conscience, on pourra aller plus loin comme vous le faites. Je ne dirais pas que la restauration, c'est seulement pour la visibilité. Dans le sens où, une fois de plus... Ça sensibilise, c'est ça que je veux dire. Oui, parce que typiquement, si on compare avec le climat, on sait que réduire drastiquement va quand même permettre de réduire tous les effets, enfin pas tous les effets, mais en partie les effets du changement climatique, même si il va y avoir une inertie énorme et que ça prendra beaucoup de temps. La biodiversité, si on arrêtait tous nos impacts aujourd'hui, sans réparer tout ce qui a été détruit depuis des dizaines d'années, on ne réglerait absolument pas le problème. Donc il y a une importance, il me semble, je passe au contrôle, mais peut-être supplémentaire sur la biodiversité aussi de restauration et de réparation de ce qui a été affecté. De toute façon, il y a un besoin de restauration, parce que si on n'arrête pas de l'économie, on impacte toujours sur la biodiversité. Donc de toute façon, il faut essayer, comme dit le cadre mondial, d'arriver à arrêter la perte nette de biodive, et donc on est sur du no net loss. Donc ça veut dire que si on continue nos activités économiques qui de facto impactent la nature, il faut pas compenser, mais contribuer positivement à restaurer la nature. Et c'est ce qu'il faut faire tout de suite, en fait, parce que sinon, comme tu dis, on va pas pouvoir continuer longtemps comme ça, en fait. Donc c'est l'objectif de la restauration, mais c'est aussi l'objectif de la réglementation. Quand on dit aux maîtres d'ouvrage qu'il faut éviter, réduire, compenser, c'est un peu ça. Il faut aussi restaurer, soit réglementairement, soit positivement, volontairement. Et il y a plein d'outils qui existent, mais qu'il faut tester. Et ça, j'imagine que les acteurs financiers vont devoir aussi passer à cette phase d'expérimentation. On voit ce qui s'est passé avec les crédits carbone volontaires. Il va y avoir des certificats biodiversité ou des contributions biodiversité volontaires. Il va falloir qu'on mette un peu d'argent, en fait, qu'on se dise c'est bon pour notre business aussi que de contribuer volontairement. Et il y aura ce marché nature qui existe, ces marchés nature qui existeront peut-être demain. Je pense qu'ils existeront même. Mais il y a aussi d'autres outils. Il y a des critères ESG et des critères biodiv à mettre en place, comme ce qu'on disait. Il y a tout ce qui concerne le paiement pour services écosystémiques, ça c'est plutôt les banques. Il y a des fonds thématiques biodiversité impact. Il y a plein de choses, mais il faut juste tester. Et puis je pense encore une fois échanger, parce que sinon on va perdre du temps. Bien, merci beaucoup pour vos interventions. Donc, on voit que c'est un sujet qui est complexe. Faut se plonger dedans. Il y a des outils à disposition. Aucun n'est complètement parfait, mais en tout cas, ils aident beaucoup. Je pense que c'est un sujet qui est lancé maintenant, la biodiversité. Je pense qu'il y a une prise de conscience vraiment importante sur l'importance de ce sujet. Et merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages sur ce point et sur finalement comment peut-on faire pour prendre en main le sujet.